Bonjour, on m'a demandé de vous introduire au GDPR, General Data Protection Regulation, la grande dame qui protège et rassure, comme j'aime de l'appeler. Alors, on va aller straight to the point, peut-être deux chiffres. L'économie de gestion des données dans l'ensemble plus vaste de la révolution digitale, c'est 273 milliards d'euros en 2015 et c'est estimé à 642 milliards d'euros en 2020 et c'est 6 millions de personnes qui travaillent en Europe pour le moment et ça va passer à 7,4 de mémoire. C'est donc une perspective à la fois pour nous qui vendons, pour nous qui pouvons devenir aussi des acteurs du secteur. Et donc ce que je vous propose, c'est de suivre l'avis du gendarme. C'est beaucoup mieux que l'avis d'un avocat ou de qui que ce soit. L'autorité de protection des données, actuelle commission de protection de la vie privée, 13 étapes pour être compliant. On les développera dans les masterclass, mais voilà ce que je vous propose de suivre. Et donc on va peut-être prioriser aussi notre compliance. On n'est pas sûr du tout d'y arriver. C'est un chemin qui peut nous apporter beaucoup et en tout cas certainement de mieux connaître nos données, nos consommateurs et vivre dans un meilleur monde qui assure beaucoup plus de respect et de confiance chez les personnes dont on traite les données. Donc la toute première étape, c'est évidemment être conscient. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre niveau de conscience. C'est pas terrible en règle. Cette connaissance, elle n'est pas très répandue. Le dernier sondage de la Libre Belgique, 21 octobre 2017, la Libre Entreprise, en fait, les entreprises belges ne connaissent pas le sujet. Une sur 5 en a jamais entendu parler, une sur 3 en a entendu parler, mais ne sait pas ce que c'est. Un informaticien sur 3 pense que son entreprise ne sera pas compliant pour le 25 mai 2018, comparé à 19% aux Pays-Bas. Donc, vous pouvez faire le choix, en fait, de rester hors la loi. Espérez que le shérif ne vous verra pas. Bonne chance avec vos business angels, parce que vous allez peut-être avoir du mal à ce qu'ils investissent dans votre entreprise si vous les exposez à des amendes qui vont jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires. Je sais d'expérience que c'est plutôt pas le cas et que vous aurez besoin très souvent de montrer patte blanche pour rejoindre un consortium, pour obtenir des investissements, quels qu'ils soient. Et donc même en termes aussi d'emploi, pour nous, nos enfants, ça dépend de l'âge qu'on a, à mon avis, ce serait plutôt pour vous qui regardez, pour moi c'est plutôt mes enfants, on attend 28 000 des DPO, Data Protection Officers, pour assister les entreprises dans toute l'Europe, puisque ça applique la même manière dans les 28 pays de l'Europe, on en attend 28 000, donc c'est aussi une opportunité d'emploi pour vous. Donc toute première étape, c'est la conscience que ça s'applique à tout le monde dans une entreprise. Bien sûr, les plus hauts niveaux, s'il n'y a pas une adhésion des C quelque chose, des propriétaires de l'entreprise, des membres du COMEX, du COMDIR, enfin j'en sais rien, ça ne va déjà pas aller, parce qu'on ne peut pas déléguer à des boîtes d'avocats, des juristes ou des Big Four ou des informaticiens et des cyber security managers. Non, il faut que chacun soit conscient que les données personnelles, on les gère tous. C'est la réceptionniste qui prend le téléphone. Si elle n'a pas identifié la personne, elle peut révéler une donnée personnelle ou un secret d'affaires. C'est l'entreprise de nettoyage, parce que ce qu'on a dans nos poubelles, ça peut aussi être évidemment des documents qui contiennent des données personnelles. Donc c'est absolument fondamental de se conscientiser sur ces données personnelles qui sont le nouveau pétrole, le nouvel or. C'est clairement ce qui va connaître le plus de croissance. Dernier sondage aussi de l'ECHO, 2 décembre 2017, c'est encore plus récent. Là, c'est une entreprise sur deux qui n'est même pas au courant de ce qu'il faut faire pour être compliant. Mais par contre, 65% des entreprises belges sont bien conscientes qu'elles sont visées par le GDPR. Vous voyez le hiatus et la fédération Agoria, que vous connaissez, c'est votre secteur, rappelle que c'est inversement proportionnel. Plus l'entreprise est petite, plus grande est son ignorance du GDPR. Commission de protection de la vie privée, vous connaissiez, elle va décéder, elle est en phase terminale. Pour le 25 mai 2018, elle va être remplacée par l'autorité de protection des données, l'APD, notre autorité d'investigation, de contrôle et de sanctions belge. Vous voyez le changement d'une instance d'avis de la Commission de protection de la vie privée. On va aller vers une autorité de protection des données avec des pouvoirs d'investigation, de contrôle et de sanctions. La loi a été adoptée le 16 novembre de cette année, et donc on va tout doucement constituer une nouvelle administration avec 5 organes. Ce sera en fait dans les bureaux de la Chambre. Première obligation, être conscient. Et la deuxième, elle est assez naturelle. Mete is wete, disent les néerlandophones. Comment voulez-vous gérer, manager, sans savoir ce que vous avez. Donc la toute première étape, c'est un registre des données. C'est l'inventaire des données que j'ai dans mon entreprise, dans tous les départements, que ce soit dans la relation avec mes clients, mes fournisseurs, mes membres du personnel. Ce sont bien sûr des personnes physiques que j'ai identifiées et qui ont les mêmes droits que les consommateurs et que les partenaires. Et donc un registre de traitement des données, c'est vraiment la première étape. Et pensons bien sûr aux réseaux sociaux, notre plus grand
où nos plus grands réservoirs de données personnelles sont bien entendu les réseaux sociaux. Et sur le plan professionnel, ben, c'est évidemment d'abord LinkedIn. Qu'est-ce qu'on en fait d'ailleurs de LinkedIn? Et pourquoi ne pas saisir à chaque fois le GDPR comme une occasion? Qu'est-ce que je fais de mes 7000 ou 8000 contacts de LinkedIn? Est-ce que je m'en sers pour prospecter? Est-ce que je m'en sers pour développer une relation de confiance? Qu'est-ce que j'en fais? Ben, je vais devoir les inventorier. Et donc, parce que je les vois, parce que je peux me faire aider par des professionnels, parce que je les valorise, parce que je les protège aussi, je peux en faire une opportunité. Alors, le registre de traitement des données, ben, ça va répondre à des questions comme c'est quoi les données que j'ai collectées, comment est-ce que je les ai rassemblées, où est-ce qu'elles sont hébergées, à quoi elles servent? C'est seulement une adresse de livraison parce que je fais dans l'e-commerce et je les livre à domicile, ou c'est une adresse email, ou c'est une date de naissance. Et une date de naissance, c'est pas la même chose qu'une année et un mois de naissance. Pour souhaiter bon anniversaire à mes clients, j'ai pas besoin de leur année de naissance. Bien sûr que c'est un intérêt pour moi de faire du profiling, d'avoir leur âge. Mais voyez comme le traitement de ces données est un nouveau champ, un continent blanc à bien des égards, et parce qu'on doit établir une cartographie de ces données dans un registre des activités de traitement, on peut en faire une opportunité de valorisation de ce nouveau pétrole, ou plutôt de ce nouvel or. C'est plus très à la mode de parler de pétrole. Alors, les autorités de protection des données nous en offrent des outils gratuits. Par exemple, ici, en Belgique, on a le modèle des registres des activités de traitement qu'on trouve instantanément sur le site de la Commission de protection de la vie privée. C'est une feuille Excel. En rouge, les mentions légales obligatoires. Il y a un petit plan compta minimum normalisé, si vous voulez, pour les données. On a des mentions légales obligatoires, puis on peut rajouter d'autres champs. Plus ambitieux, nos amis luxembourgeois, leur autorité de protection des données, la Commission nationale de protection des données, va diffuser, gratuitement d'ailleurs, sur leur site, dans les semaines qui viennent, le GDPR Compliance Support Tool. C'est beaucoup plus ambitieux. Là, c'est un programme qui vous permet de faire le gap analysis entre où j'en suis dans la protection des données, où je veux aller, et qui vous fournit tous les documents, le registre de traitement des données, le registre des incidents si vous avez eu des violations, une analyse relative à l'impact de vos données, enfin voilà, l'ensemble des documents pour vous accompagner dans le chemin de la conformité. 3, la communication. Vous avez forcément sur votre site déjà des formulaires. Est-ce que ceux-ci sont conformes au règlement général de la protection des données? Un des grands principes du règlement, c'est la transparence. On doit communiquer des informations obligatoires. Et donc c'est nouveau. Alors, je les ai repris sur les slides. Par exemple, vous devez à tout le moins informer la personne dont vous allez collecter les données, de qui vous êtes. Est-ce que vous avez une personne qui est responsable du traitement de leurs données? Est-ce que cette personne porte le titre de délégué à la protection des données? Ça donne des droits supplémentaires aux personnes qui vous confient leurs données. À quoi ça sert? Quelles sont les finalités du traitement? C'est juste une adresse pour vous livrer, ou c'est aussi une adresse pour vous envoyer une newsletter? C'est aussi une adresse peut-être pour vous envoyer des offres, pour faire du marketing direct? J'en sais rien, il faut le préciser. Les données, je les partage avec qui? Quels sont les destinataires de vos données? Est-ce que je vais les transférer hors Europe? Nouvelle mention légale obligatoire qu'on n'avait pas, et donc forcément la plupart des sites ne l'ont pas, c'est la durée de conservation des données. Donc on doit indiquer maintenant, quand je vous demande une donnée personnelle, combien de temps je vais la garder. Et ainsi de suite. Il y a toute une série de droits qu'on va devoir communiquer aux personnes. Par exemple, est-ce que vous m'autorisez à faire du marketing direct avec les données que vous me confiez? Est-ce que vous voulez vous opposer à un traitement automatique des données? Si je vais sur un site en ligne pour introduire une demande de crédit, j'ai le droit de mentionner que je ne veux pas que la décision soit prise seulement par des machines, qu'elle soit seulement prise de manière automatisée. J'ai aussi le droit de demander qu'il y ait un être humain qui intervienne, vu l'importance de la décision. Si je n'ai pas collecté les données auprès de ces personnes concernées, mais je les ai reçues de tiers, je dois évidemment informer mes personnes concernées de la source des données qui les concernent, et est-ce que ces sources sont publiques ou non. Voilà, il y a donc toute une série de nouvelles informations. Et alors ce qui est important, et ça peut être une magnifique opportunité pour vous, en plus vous êtes jeune et vous êtes dans une énergie qui est beaucoup plus, je pense, de communiquer efficacement et de manière jeune, c'est on ne peut plus avoir ça. Les Microsoft Privacy Statement, Google, qui ont la même longueur que Macbeth de Shakespeare, on va devoir s'exprimer dans un langage clair, compréhensible par tout le monde. Donc on va faire de plus en plus des vidéos pour exposer les droits de personnes concernées dont on veut prendre les données. On va s'exprimer comme maintenant, avec des mots de tous les jours.
pas des conditions générales de 300 pages rédigées par des avocats. Donc on va avoir une transparence et une communication qui sont autant d'opportunités pour vous. Et vos entreprises sont certainement plus agiles que les grandes qu'on voit apparaître à l'instant, qui seront évidemment les premières concernées par le GDPR et sans surprise seront sans doute les premières condamnées. Ça n'a même pas attendu l'entrée en vigueur du GDPR puisque la Commission européenne a condamné Apple à pas moins de 13 milliards d'euros pour aide d'État illégale avec l'Irlande. C'était l'an dernier, au mois d'août, 30 août de mémoire. Ils n'ont toujours pas payé et voilà, la Commission européenne vient de citer en justice, devant la Cour de justice, Apple. Et puis encore plus récemment, ici c'était au mois de novembre, une action collective en Angleterre, 5,4 millions de personnes se plaignent d'avoir vu leurs données personnelles violées pas très longtemps, de juin 2011 à février 2012 par Google, qui se servait des iPhones. Donc il y a 5,4 millions d'utilisateurs d'iPhone en Angleterre. Ils vont chacun demander plusieurs centaines de livres sterling. Je vous laisse calculer. Quatrième étape importante, c'est donc de communiquer aux personnes dont vous collectez les données quels sont leurs droits. Or, leurs droits, ils sont multiples. On n'a pas le temps ici, on les analysera plus en détail lors des masterclass. Mais donc, il y a cette obligation de transparence. Quand on m'informe, quand on me demande de collecter mes données, on doit m'informer de ce qu'on a vu tout à l'heure, la finalité, si je les partage, etc. Et aussi des droits. Alors, il y a des nouveaux droits. J'ai le droit d'accès à ces données, j'ai le droit de les rectifier, j'ai le droit de les limiter, j'ai le droit de les effacer. J'ai le droit de les porter d'un fournisseur de services à autre. C'est très important ça. Donc un réseau social, un fournisseur d'accès Internet, vous regardez ici, une entreprise de streaming, de musique, ont chacune l'obligation de transférer dans un format informatique usuel leurs données. Donc vos playlists, concrètement, dans un de ces trois, sera disponible instantanément chez l'autre. Mais ce n'est pas que ces trois. Donc vous qui êtes dans le secteur, vous pouvez concurrencer ces trois-là. Ils ne pourront plus vous compliquer la vie en vous refusant ou en vous fournissant les données dans des formats informatiques méconnus et pas usuels. Vous allez pouvoir concurrencer n'importe quelle entreprise qui a des données personnelles. Ils auront l'obligation de les transférer dans un format commun, lisible par une machine. Donc c'est une opportunité énorme pour nous. Bien sûr qu'il y a un intérêt pour l'Europe. C'est une des mesures, la portabilité des données, qui aura le plus d'impact, je pense, pour des entreprises comme les vôtres, des starters. Consécration du droit à l'oubli. En 2014, une dame espagnole, Mme González, a obtenu une décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui condamnait Google à, oui, gérer leurs données. On ne peut pas être jugé deux fois, on ne peut pas une fois à la fois avoir une condamnation pénale et puis se retrouver sur le net exposé à vie. On a donc le droit de demander l'effacement de nos données, et bien sûr on pense à Google pour des tas de raisons, pas seulement des condamnations pénales. Les informations sont plus à propos, sont inappropriées, sont plus exactes, voilà. Et donc la sanction, attention, c'est quand même des sanctions qui ont été fortement augmentées, puisqu'avant, par exemple, en France, c'est 3 millions, chez nous, il n'y en a même pas. Maintenant, c'est plutôt 20 millions d'euros, ou 4% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise. Alors, on a le droit de s'opposer, vos personnes concernées, vos clients ou fournisseurs peuvent s'opposer à quoi? Au marketing direct. Donc, d'abord, il faudra avoir obtenu le consentement, et puis à tout moment, ils pourront le retirer. Et puis aussi des traitements entièrement automatisés. Donc le profiling, entièrement automatisé par des machines, on a toujours le droit de s'y opposer. J'avais pris l'exemple tout à l'heure de la demande de crédit, mais ça s'applique à toute opération de marketing direct et ou de profiling. Donc les cow-boys qui violaient les données des gens et les maltraitaient, l'inverse de générer la confiance et du respect, ceux-là, je crois qu'ils peuvent rentrer à l'écurie, puisqu'on rappelle les montants. Et c'est 10 ou 20 millions ou 2 ou 4% du chiffre d'affaires mondial, les amendes, mais elles sont justement appliquées quand c'est les violations des droits. Le montant maximum, les 20 millions, c'est justement qu'on n'a pas respecté les droits des personnes concernées. Demande d'accès, c'est donc un des droits. Quels sont les process dans votre entreprise, dans votre starter, quand une personne dont vous avez les données personnelles dans votre database demande avoir l'accès aux données que vous possédez? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Vous avez 30 jours pour le faire. Alors les solutions ne sont pas que technologiques, bien sûr qu'elles le sont. On est familier, on est sensibilisé à ça. Mais pour moi, elles sont surtout organisationnelles. Vous voyez ici, à l'instant, je viens de parler de quels sont vos process. Est-ce que vous avez mis en place une procédure pour donner l'accès aux personnes concernées par votre organisation? Et donc, je dirais même que le GDPR, c'est dans l'ordre People, Process, Technologies. Dans cet ordre-là, d'abord les gens, les conscientiser, les former, mettre en place des processus, et puis seulement des solutions technologiques, et pas commencer par les solutions technologiques. Ça ne sert à rien si vous n'avez pas sensibilisé les gens qu'il n'y a pas des process. Fondement légal pour le traitement des données,
tout le monde pense au consentement, je dis beaucoup ça, et je suis sûr que vous aviez ça en tête. Ouais, il va falloir obtenir peut-être un nouveau consentement. Est-ce que mon consentement d'avant le 25 mai sera toujours valable après? C'est comme si vous vouliez escalader le Mont Ventoux par la falaise, alors que c'est déjà assez long comme ça, c'est quand même 1211 mètres le Mont Ventoux, de mémoire, c'est 1216 mètres de dénivelé en commençant par Bédouin pour l'avoir fait. On va garder la falaise si on n'y arrive pas. La falaise, c'est le consentement. Si on n'y arrive pas autrement. Alors, il y a 5 autres bases légales. Ben, les intérêts vitaux, si une personne est évanouie et qu'il faut lui faire une transfusion sanguine, on ne va pas lui demander son consentement. Hein. L'obligation légale, ben, si vous avez des employés, vous avez le droit de requérir des données personnelles, parce que vous avez des obligations vis-à-vis de l'ONSS, vis-à-vis du SPF Finance, enfin, voilà, l'obligation légale. L'intérêt public, ben, les autorités publiques, les administrations, les ministères, ils ont besoin de collecter des données pour des tas de missions d'intérêt public. Le contrat, je l'ai mis en bleu, c'est important. Ben oui, nécessairement, si vous livrez à domicile des biens, vous avez besoin de l'adresse du domicile. Donc ce n'est pas sur base du consentement que vous allez livrer à leur domicile, c'est parce que vous avez un contrat. Pour exécuter ce contrat ou pour le préparer, le rédiger par exemple, j'ai besoin de données personnelles. C'est une base aussi légitime que le consentement. Les intérêts légitimes, c'est plus compliqué. Par exemple, je pourrais avoir un intérêt légitime à surveiller mon employé parce que je le soupçonne d'harcèlement ou de vol. Voilà, donc c'est beaucoup plus compliqué. Un autre exemple d'intérêt légitime, c'est j'ai besoin de ces données pour garantir la sécurité des données. Voilà. Et donc, nous gardons le consentement qui vient d'apparaître que comme dernière étape. On essaye d'abord les 5 avant parce que c'est plus simple, parce que le consentement il est renforcé. Il faut maintenant une action positive. Avant on avait des cases précochées, on ne faisait rien, l'inaction ça pouvait induire un consentement. Maintenant si c'est pas oui, c'est non. Il faut une action positive, un acte. Et donc ce consentement il est en plus encadré, il doit être spécifique. J'ai marqué mon accord pour tel traitement. On m'a bien informé de ce qu'on allait faire de mes données. Et mon engagement, mon consentement, il est bien formulé clairement. Ce n'est pas des cases précochées. Puis il est libre. Vous n'allez pas me faire miroiter des tas de contrats parce que vous aurez besoin de données personnelles. Non, on ne pouvait pas conditionner des contrats ou des offres à mon consentement. Enfin, sauf ce dont vous avez besoin pour rédiger le contrat. Donc c'est une manifestation de volonté, le consentement, qui est actif, qui est positif. Ce n'est pas l'inaction, ce n'est pas des cases précochées. Alors le délégué à la protection des données, c'est, je vous disais, sans doute à la fois une opportunité de carrière pour nous. Le délégué à la protection des données, c'est un drôle de métier. C'est quelqu'un qui doit à la fois dans votre entreprise, et il peut être bien sûr un intérim, hein, ce n'est pas du tout obligatoire que ce soit un employé, ça peut être quelqu'un qui a fait une mission, il va l'informer, votre entreprise va conseiller pour l'aider à respecter le fameux règlement, vous aider dans différents documents, la tenue des différents documents, le registre de traitement des données, une analyse d'impact relative à la protection des données, puis il va être le point de contact avec l'autorité de protection des données, vous évitez évidemment ces désagréments que sont les amendes, et donc le délégué à la protection des données, le DPO, c'est assez rock'n'roll, sa vie. Les enfants, c'est nouveau aussi. Si votre entreprise vend des biens ou des services à des enfants, vous allez avoir besoin de l'autorisation, du consentement de leurs parents ou de leurs tuteurs. Je prends l'exemple ici de la Commission de protection de la vie privée. Ils ont une partie de leur site qui est destinée aux enfants. Elle leur propose de les informer, de les éveiller à ces aspects de la vie privée, de si c'est important. Et vous voyez ici apparaître à quel point ce site va communiquer aux enfants dans un langage simple, compréhensible. Regardez, il n'y a pas de terme juridique. C'est quoi un cookie? Alors évidemment, si c'était qu'un gâteau pour les enfants, on en resterait là. Et donc on leur apprend qu'est-ce que c'est un cookie sur le plan informatique. Et donc, vous voyez, de manière très pédagogique, ils vont rappeler qu'il y a différents types de cookies. Il y a des cookies de session, ils ne durent que pendant la session. Il y a des cookies permanents. Il y a des différents types de cookies au sein des permanents. Il y en a qui sont plus fonctionnels, il y en a qui sont analytiques. Et ils expliquent clairement, je pense, que par exemple, le cookie fonctionnel, c'est celui qui fait que vous avez coché une fois que vous acceptez d'avoir des cookies. Il est fonctionnel. Il permet l'usage du site. Ou c'est un cookie analytique. Celui-là, il me permet de vous profiler, en fait. Voilà. J'ai informé les enfants, regardez, dans un langage clair. C'est un bel exemple de communication simple, claire, que vous allez devoir donc faire, spécialement quand vous adressez à des enfants. La hantise, évidemment, de tout responsable du traitement, c'est nous dans nos entreprises, mais c'est les fuites de données, évidemment. C'est les data breaches.
On ne pourra jamais complètement s'en préserver. On doit faire des tests d'intrusion, on doit en parler avec nos informaticiens, on doit s'approcher le plus possible de la protection optimale, mais on sait qu'elle n'existe pas. Et donc le GDPR va vous obliger d'informer, c'est la future autorité de protection des données, c'est l'actuelle commission de la protection de la vie privée. En termes de fuite des données personnelles, de data breach, il ne faut pas attendre 72 heures pour informer l'autorité de protection. Il faut le faire dès qu'on s'en rend compte. Ils ont aussi leurs ressources. Avec eux, on va construire la réponse à cette violation des données. On va évoluer avec eux. Donc, on n'utilise pas 72 heures pour faire le dépôt de la plus belle dénonciation de violation des données qu'on va publier dans une revue. J'en sais rien. Non, non, non. On va directement en parler aux gendarmes. C'est beaucoup trop important. Et parfois, on va devoir informer donc les personnes concernées que leurs données ont été révélées. C'est bien sûr un risque qui ne fait qu'augmenter. Les hackers, les personnes mal intentionnées sont nombreuses, particulièrement bien équipées, et les conséquences peuvent être très lourdes en termes de violation des données, puisque ce site qui a été hacké a directement contribué au suicide de 3 personnes. Une des 3 était un prêtre anglican aux États-Unis, qui était donc marié. Outre évidemment les tensions au sein du couple, il aurait aussi perdu son métier. Et donc, dans l'analyse des risques d'une violation des données, on a un extrême, c'est le suicide. Et ça commence par le mal de tête. Et donc, les conséquences de la violation des données doivent être analysées. Ça s'appelle l'analyse d'impact relative à la protection des données. C'est une des obligations qu'on peut avoir, sauf si, bien entendu, la personne concernée avait déjà révélé ses données personnelles, par exemple, justement, la vie sexuelle, l'orientation sexuelle et sa filiation politique, syndicale et autres. C'est évidemment une exception. Mais donc, la sécurité de nos données, c'est la cyber security. Il faut que ça fonctionne. Donc, le mieux, c'est quand même le test d'intrusion. Faire hacker de manière bienveillante, enfin, au moins une tentative de hacking, c'est assez effrayant, en fait. Et ça marche en général souvent bien. Et donc, il vaut mieux que ce soit fait de manière bienveillante avec des gens qu'on paye pour justement éviter que ça se reproduise par des personnes malveillantes. Et si jamais ça devait quand même se produire, faites très attention, avec 72 heures, c'est très vite, c'est 3 jours, pour informer l'autorité de protection des données. L'absence de respect de ces obligations, c'est 20 millions d'euros, jusqu'à 20 millions d'euros, 4% du chiffre d'affaires mondial. Donc, c'est vraiment hangover, et c'est vraiment hangover. Ça peut même virer carrément au film d'horreur. Et donc, il faut faire très attention à la sécurité de ces données. Quand des personnes nous les confient, c'est normal qu'on ait une obligation à les sécuriser. Je ne veux pas que ces données aussi sensibles que celles qu'on vient de se rappeler se retrouvent sur la toile. C'est évident, me semble-t-il, qu'on doit investir en matériel humain et personne et en information pour les protéger. Alors, la protection des données, dès la conception et l'analyse d'impact relative à la protection des données, je vais essayer d'être bref, parce qu'on le développera beaucoup, celui-là. Sans doute, ce sera l'atelier le plus important, ou l'élément le plus important de l'atelier, c'est que dès la conception d'un produit, d'un service, pensez à ce que vous êtes en train de développer, vous devez intégrer dès le départ les aspects de protection des données, et pas à la fin. Allez, pensez à votre app, je ne sais pas, vous n'allez pas arriver à la fin du parcours, maintenant elle est en ligne, ah ouais, tiens, à propos, qu'est-ce qui se passe si on me vole les données, qu'est-ce que j'ai prévu? Non, non, non. C'est important. Maintenant, c'est dès le départ, c'est dès la conception. Faites-en un avantage concurrentiel, encore une fois. Si vous avez bien respecté ça, et si en plus vous avez un délégué à la protection des données, ça peut être ad intérim, quelqu'un qui vient faire avec vous le registre de traitement, vérifier que vous l'avez fait, peut-être faire une analyse d'impact, s'il y a des risques des données personnelles sensibles soient collectées ou partagées. Si vous avez nommé un délégué à la protection des données, si vous avez l'ensemble de ces documents, ça va très bien se passer. Alors, le rôle du délégué à la protection des données, le DPO en anglais, on le présente souvent comme un chef d'orchestre. Moi, pas. J'ai réfléchi, je me suis dit, c'est beaucoup plus un compositeur en fait. C'est quelqu'un qui a la capacité d'écrire un très beau morceau de musique. Ce n'est pas nécessairement le chef d'orchestre, c'est d'autres qualités. Ça, c'est le chef de projet pour moi. Vous savez, faire se communiquer des informaticiens et des avocats, c'est rock'n'roll, comme on se l'était rappelé tout à l'heure. Et voilà, ça peut aller jusqu'à un orchestre symphonique ou philharmonique quand on a les plus grands groupes de société. Dans notre cas, ce sera peut-être plutôt des orchestres de jazz. Mais peu importe, il faut quand même que ce soit coordonné. Donc le délégué à la protection des données, c'est vraiment la personne qui va assumer avec le responsable du traitement la lourde mission de l'accompagner dans la conformité. Ça reste le responsable du traitement,
qui est le responsable, mais il est aidé par un spécialiste, si vous voulez, par un spécialiste. Et évidemment une équipe. Le délégué à la protection des données va centrer justement des compétences informatiques, juridiques, s'il ne les a pas, et est un chef de projet. Très important, chef de projet. Je recommande vraiment à ce que vous en ayez un. Et donc le délégué à la protection des données, c'est un job rock'n'roll, je disais, mais aussi forcément un risque, puisqu'il peut engager aussi sa responsabilité contractuelle si notamment il a pas pris les mesures pour prévenir ou analyser ou réduire les conséquences d'une fuite des données. Au niveau international, forcément, il y a des règles qui sont prévues par les règlements, c'est actif dans plusieurs pays, il n'y aura qu'une autorité de protection des données qui va être compétente, alors c'est celle où vous avez votre principal établissement, ou celle dans le pays dans lequel vous prenez les décisions majeures en termes de traitement des données, voilà, c'est dans le règlement. Alors les contrats existants, on termine par là, c'est fini. C'est la 13e étape, on en a fait donc 12, et la 13e, c'est vérifier un peu avec vos sous-traitants, je ne sais pas si vos données sont dans le cloud par exemple, est-ce que votre hébergeur il est compliant et est-ce que vous avez repris des mentions légales obligatoires, est-ce que vous avez veillé à ce que des obligations reprises dans le règlement sont bien reprises dans vos contrats. Enfin, il y a une révision des contrats à faire. Vous attendiez bien que si un avocat il vous parle du GDPR, à la fin il allait arriver avec des contrats, donc des contrats à revoir. Et donc vous voyez que le GDPR, ça peut vraiment être une occasion de mieux connaître vos consommateurs, vos clients, vos partenaires, vos membres du personnel. Est-ce que vous les connaissez si bien que ça? Est-ce que parce que vous allez valoriser, porter beaucoup d'attention à leurs données, vous n'allez pas aussi développer un respect par rapport aux données que vous collectez, apprendre à mieux les connaître, générer en fait une confiance qui est nouvelle? 7 Européens sur 10, et c'est pareil aux États-Unis, n'ont pas confiance dans la capacité qu'ont les entreprises qui collectent nos données à les gérer et à les protéger, à les respecter, à ne pas les partager. On a tous vécu avec nos smartphones des impressions d'un autre âge du style de Black Mirror, où on voit qu'on a été géolocalisé, que visiblement des machines ont vu avec qui on est parti en vacances, quel est notre partenaire. On a peur que nos enfants se fassent déjà profiler pour leur âge adulte. Cette protection des données, c'est aussi une opportunité pour en faire une relation de confiance, une relation de respect, et plus intrusive. On peut s'inscrire sur ne m'appelez plus.be parce qu'on était harcelé au téléphone. Maintenant, le harcèlement, il a pris d'autres formes. C'est beaucoup plus digital, c'est beaucoup plus sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus sur nos applications, dans nos smartphones. Est-ce qu'on a envie de continuer à harceler? Est-ce qu'on a encore envie que nos personnes qui ont tant de valeur pour nous et qui s'appellent nos clients doivent poser des actes pour s'inscrire dans un site pour enfin respirer et ne plus être victime de marketing direct, agressif, inapproprié, non souhaité? Ou est-ce qu'au contraire, on ne va pas se servir du GDPR, de tous ces nouveaux droits, de toutes ces obligations d'informer, de transparence, de parler en langage clair? Comme regardez maintenant ici la vidéo, c'est clair que je me suis exprimé de manière, j'imagine, beaucoup plus simple et claire que si je vous avais rédigé un contrat ou un avis sur le GDPR. Communiquer de manière claire, ça pourra prendre la forme de vous exprimer avec une vidéo. Vos clients qui arriveront sur votre site pourraient recevoir toutes les informations obligatoires du GDPR via une vidéo que vous aurez formée. Vos enfants, les enfants qui sont votre cible, peuvent aussi recevoir une information d'une manière beaucoup plus simple si vous vous filmez. Ou comme on l'a vu tout à l'heure par la Commission de protection de la vie privée, avec des dessins, avec des icônes simplifiées. Vous aurez un marché de trouver les futures icônes qui communiqueront ces grands droits. Comment est-ce qu'on va communiquer la transparence sur la toile? Comment est-ce qu'on va trouver ces icônes qui rassemblent, qui synthétisent les droits des personnes concernées? C'est un marché que je vous souhaite prometteur. Et j'ai terminé.